The French-Algerian writer Assia Djebbar has just been awarded the 1997 Marguerite Yourcenar Prize for Literature for a collection of short stories entitled Oran Langue Morte. This prize was awarded in recognition of a literary work published in French by an author permanently residing in the United States. On her way to Boston to receive the prize, she made a stop in New York and spoke about her ambiguous relationship with the French language as illustrated in Fantasia, Oran Langue Morte, and her recent book, Vaste est la prison, which will be published in translation in 1998 by Seven Stories Press. Je me sens dans la langue française. Je peux dire que j'ai traversé depuis... J'avais 20 ans au moment pratiquement de l'indépendance, ou en tout cas de la guerre d'indépendance. Et dans un premier temps, j'ai écrit en français parce que je n'avais pas le choix. Donc je ne dirais pas malgré moi, mais en espérant pouvoir écrire en langue arabe, qui est ma langue maternelle. Et c'est après une longue traversée, et notamment un passage par le cinéma, que finalement, dans les années fin 70, début 80, je me suis réinstallée à Paris en considérant que la langue française était cette fois, par adhésion personnelle, ma langue d'écriture. Parce que, notamment, elle m'a permis, dans un roman lié à l'islam, elle me permet une plus grande liberté par rapport, disons, à un certain tabou, à un certain poids du passé. Donc, c'est tout à fait avec une adhésion personnelle que je continue mon œuvre en langue française, même si j'espère, dans d'autres domaines, notamment l'audiovisuel, retrouver le bruit, la langue, la musique de ma langue maternelle, de mes langues maternelles, car il y en a deux. En réfléchissant sur la langue, je me suis rendu compte que cette langue m'avait permis, en tant que femme, d'être à une époque où la plupart des autres jeunes filles étaient reprises par la tradition, m'a permis quand même cette échappée vers l'espace. Et donc, j'ai un rapport, finalement c'est une langue, c'est la langue du dehors, mais le dehors est important pour moi en tant que femme. Pour moi, une femme qui peut, comment dire, qui peut être autonome, doit pouvoir passer le seuil, être dedans et être dehors. Et vous savez bien que pour tout le monde musulman, pas seulement pour l'Algérie, c'est tout de même, comment dire, un des grands problèmes, pour ne pas dire le problème central. Ce qu'il y avait de mon temps, c'est qu'il y avait des lieux féminins. Les lieux des sanctuaires étaient des lieux féminins. Les femmes allaient au tombeau du saint, mais pour parler entre elles. Et puis, d'une part, Alger, la ville d'Alger ou la ville d'Oran, c'est donc des centaines de milliers de gens qui ont investi des appartements, et puis en même temps on a construit du béton, et dans ce béton et dans ces HLM fermés, les hommes se sont mis à enfermer encore plus les femmes, et du coup c'est devenu vraiment, le harem est devenu vraiment la prison. Pourquoi la première nouvelle qui est la nouvelle titre, Oran Langue Morte, cette histoire d'une fillette qui, en 62, a vécu l'assassinat de ses parents, mais c'était pendant la guerre d'Algérie par l'OAS, et puis elle revient 30 ans après pour simplement la mort de sa tante, et elle entend parler d'une mort qui s'est passée, à Oran d'ailleurs, d'un universitaire d'un certain renom, mort de cette façon aussi cruelle. Et elle a cette réaction de dire Oran est ma langue morte, c'est-à-dire finalement, peut-être dire qu'une ville est sa langue, c'est quand même l'enracinement qui reste, et en même temps, c'est une langue morte parce qu'elle ne veut plus, elle veut être dans la vie, elle ne veut pas être dans la mort. Donc, ce retour, cet encerclement des formes de violence semble tatouer encore cette histoire algérienne. Et je pense qu'il y avait autant le désir d'être solidaire,
surtout dans ces nouvelles, ce sont surtout des femmes. Dans Le Blanc de l'Algérie, c'était plutôt des écrivains hommes. Mais là, parmi les femmes, bon, c'était évidemment un besoin d'être solidaire de ces femmes qui vivent, je dirais, dans un héroïsme et dans une dignité que souvent l'actualité journalistique n'éclaire pas, parce qu'il y a une sorte de victimisation qui banalise ce qui se passe. Citoyenne à part entière, 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 citoyenne à part entière. Je suis dans la langue française, peut-être, dans une nécessité d'inscrire une présence féminine plus grande par rapport, disons, à tout le monde arabe dont je viens, et où quand même ce qui vient entraver depuis même, je dirais, ces derniers siècles, ce qui vient entraver l'évolution normale de tous ces pays, c'est quand même un retard dans le statut des femmes. Mais pour moi, tenter de le comprendre, c'est le comprendre en remontant à l'intérieur de la culture arabo-islamique, comme on dit, essayer de remonter au texte premier, d'essayer de démonter tout ce qu'a noué l'héritage masculin, de prédominance masculin. Et donc cela, c'est quand on est algérienne ou je ne sais pas, tous les problèmes depuis 20 ans du fait de cet intégrisme qui s'attaque vraiment à la mobilité des femmes, à leur corps. Donc il est évident que cela devient une réflexion au centre même de mon travail. Ce prix vient au fond me montrer qu'on peut continuer à écrire un peu loin, peut-être pour mieux ajuster dans la distance, dans l'éloignement, mieux réfléchir en profondeur sur ce qui nous habite. François Morellet is one of the most successful artists of his generation. He tries to demystify art, the artist's work, and what the public believes about art in general. Morellet's latest works, a neon installation and 3 sculptures, are currently being exhibited in New York. Ma philosophie, si vous voulez, en quelques mots, c'est de faire des œuvres où ma participation subjective soit la moins importante, des œuvres dont l'intérêt n'est pas dans l'exécution, qui doit être neutre, et qui réagissent suivant des systèmes. Ce que je mets au point, en fin de compte, sont des systèmes, comme de faire un cercle sur un plan d'une architecture avec les murs abattus, et de la matérialiser par n'importe quoi, soit de prendre des lignes parallèles et de les superposer, ce que j'ai fait beaucoup dans les années 50. C'est toujours de mettre au point un système et de laisser... et de montrer des exemples de ce système. Le spectateur rentre dans le jeu, il se rend compte que ces œuvres, ces lignes par exemple superposées au hasard, donnent par exemple un côté dramatique, et je crois que c'est intéressant que le spectateur sache que j'ai pas fait ça pour être dramatique, que c'est le système qui le rend, mais que ça peut être dramatique sans que ça ait été voulu. C'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est peut-être un peu couper les cheveux en 4, mais quand on arrive à les couper en 4, c'est amusant. Duchamp, dans une interview, on lui demandait mais qu'est-ce que veulent dire vos dernières œuvres? Il disait oh mais rien du tout, ça sera au spectateur de donner un sens à mon œuvre. Et moi, pour moi, l'artiste, c'est quelqu'un qui prépare une place à pique-nique, qui met bien des bancs, des fauteuils, des choses comme ça, et c'est ça son œuvre, et le public vient déballer son pique-nique. Et les spectateurs qui viennent manger ce qu'ils ont amené, et souvent enfin peut-être sans le savoir. Et donc, à chaque type de spectateur,
est un pique-nique différent. Moi, mes œuvres complètement vides de sens à l'origine, on a trouvé qu'elles étaient, que mes lignes pouvaient être des barreaux de prison, que ça pouvait être un cimetière militaire, que ça pouvait être des mâts de houblon dans la neige, que ça rappelait des lignes qui se croisaient comme ça, des gouttes d'eau dans une flaque d'eau, que c'était la pureté, que c'était... tout ça, et je suis ravi, et je pense donc des œuvres, que c'est intéressant d'avoir des œuvres vides, mais d'accepter que les spectateurs les remplissent. Et moi-même, je deviens spectateur pour des œuvres que j'ai faites d'après un système en me disant « Oh, ce que c'est marrant, oh là là, ça, ce que c'est dur », et tout. Et ça, si vous voulez, ça relativise un peu le rôle de l'artiste roi romantique, mais en communication avec le ciel ou je sais pas quoi. Et le titre de l'exposition, c'est « No End Neon ». Ce qui est un palindrome que l'on lit dans les deux sens et qui est important pour moi puisque j'ai fait là une trame, c'était une répartition de segments de droite en quinconce comme ça, qui traverse l'espace. Donc ça continue par là à l'infini et ça continue par là à l'infini, et comme No End Neon peut être lu dans les deux sens, et donc si vous voulez, ces sortes d'installations, ce sont pour moi des sculptures infinies. Quand on met un tableau sur un mur et qu'on fait, ou qu'il ait de la couleur du mur, si on veut, ou qu'il y ait une trame très simple, on imagine qu'elle puisse continuer plus loin. Alors qu'une sculpture, c'est plus difficile. Si vous mettez une sculpture sur un socle, vous n'avez pas l'impression qu'elle va envahir l'espace. Donc, pour donner cette impression d'extension dans l'espace que j'aime beaucoup dans mes peintures et que j'ai eu toujours beaucoup de mal à faire avec dans l'espace, avec des sculptures, là, je crois que j'ai trouvé la solution pour moi, pour donner cette impression d'envahissement et de non-fin. Après, des gens comme moi, on peut prendre un plaisir à des choses très simples, de fils, je sais pas, de fils télégraphiques, de traces sur le sol, qu'avant on ne regardait pas. Et c'est peut-être ça éduque, si vous voulez, ça éduque, c'est-à-dire ça montre du doigt, mais ça peut être chouette. Alors maintenant, on ne sait plus bien quoi montrer du doigt, parce que depuis les merdes de Manzoni ou le vide d'Yves Klein, il y a peut-être plus grand-chose à montrer du doigt. Moi, je crois qu'il y en a encore. Sandrine Bessay is a surprising young French director. Last year, her first feature film, Will It Snow for Christmas, received the César, French Oscar, for Best First Film in France. This month, on the occasion of the opening of her film at the Film Forum, Sandrine Bessay talks about her experience as director of this realist film. C'était assez important les saisons parce que le film il est vraiment construit en spirale. Ça part du très ouvert qui est l'été, où il y a l'extérieur, tout est ouvert, il y a beaucoup de monde et tout. Et puis après, avec l'automne, ça se resserre déjà un peu. Les enfants vont à l'école, il ne reste plus que les parents, et puis on est moins à l'extérieur. Et en hiver, on est carrément à l'intérieur. Donc c'était vraiment un entonnoir. Le resserrement des saisons, ça traduit le resserrement psychologique des personnages, et surtout du personnage central qui est celui de la mère. En fait, qui s'enferme de plus en plus dans cette vie et dans les difficultés. Donc pour moi, les saisons, ça traduit vraiment ça, cet enfermement psychologique qui est de plus en plus... enfin, ça se resserre jusqu'au drame final, en fait. Enfin, après, il y a une ouverture, mais c'est pour la 4e saison qui n'est pas dans le film. Où ils sont partis, les Marocains, là? Je les ai envoyés cercler le persil. Oh, les petits! Les petits! Allez, dépêchez-vous, on va faire des oignons, là. Dépêchez-vous. Allez, Blandine. Bonjour, papa. Il y en a beaucoup à faire. Elle est déjà fatiguée, toi? Allez, commencez, j'arrive. Bah, t'es propre, toi, Blandine. Où tu vas? Je reviens aller chercher mes chaussures. Moi, je voulais juste au départ le décaler par rapport aux années 90
le situer plus dans les années 80, mais que ça soit pas trop connoté. Je voulais que ça soit un peu flottant, justement. Parce que j'aime bien l'idée de l'intemporalité et de l'universalité qui rejoint un peu les contes. Les contes, c'est souvent universel et intemporel. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Qu'est-ce qu'il t'a fait encore? Rien. J'ai plus envie d'en parler. Essaie de te calmer. Mais maman, j'en ai marre d'être ici. Pourquoi on parle pas? Tu te rends pas compte comment ils me traitent? Je sais, mon trésor. Moi aussi, j'ai envie des fois. Qu'est-ce qu'on ferait si on partait? Tu te vois habiter dans un HLM? Si au moins vous êtes bien, vous êtes à la campagne. Tu dis toujours ça. On se débrouillerait. Je travaillerai, plus jeune aussi. Je pars vraiment du principe que les histoires d'amour, ça s'explique pas. On sait jamais pourquoi un être en aime un autre et qu'on n'a pas à s'immiscer réellement là-dedans. Donc, moi, je pars du principe où cette femme aime cet homme, et puis voilà. Je n'ai pas cherché du tout à le justifier ou à le discréditer. C'était vraiment... j'ai vraiment pas eu envie de juger les personnages. Ils sont ni tout bons, ni tout mauvais. Même le père, je lui trouve des qualités, malgré le fait qu'il soit plutôt du côté du salaud, quand même. Qu'est-ce que t'es moche, t'as vraiment pas de chance. Je m'en fous, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Maman, de toute façon, elle t'aime même pas. Si maman elle m'aime, tu dis ça pour m'embêter. Bah, t'es bête, toi, c'est que je... Le pire, c'est qu'on dirait un garçon manqué. Et alors? Ah, vous êtes vraiment pas fort. Après, vous arrivez même pas à la faire pleurer. C'est sûr que c'est plus facile qu'avec toi, hein. C'est un peu pernicheur. C'était important de montrer justement une fratrie, en fait, une famille ensemble, des frères et sœurs, plutôt qu'individuellement, même si à chaque fois il y a des caractères qui pointent au fur et à mesure du film, mais l'idée c'était de montrer une masse d'enfants qui sont solidaires les uns des autres et plutôt dans ce groupe, sur cette relation à la mère en fait. C'était ça l'important, ce groupe-là face au père qui lui est plutôt seul, même s'il est censé gérer tout ce petit monde. Ah, il y a maman qui arrive, je vois la voiture. Bon, allez, ça va, Blandine, on arrête, t'as gagné. Dis pas, t'as pas de dents. Mais si, j'ai des dents. Je crois qu'en tout cas au niveau de la campagne et du travail, c'est vrai que j'ai eu envie de montrer le côté un peu harassant du travail. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'homme qui dépend du travail, finalement, à la campagne. Mais en même temps, il y a, en tout cas pour moi, même si c'est une fatigue, il y a quand même un plaisir à montrer. C'est à la fois dur et à la fois plaisant, peut-être. Peut-être c'est mieux de se lever le matin et d'aller dans un champ que dans une usine, par exemple. Donc, c'est vraiment les deux pour moi. C'est dur, et j'avais envie de montrer ce côté dur du travail, mais aussi, quelque part, la campagne, elle est importante pour ce que deviennent les personnages, finalement. La même situation en ville fait complètement autre chose. Quand j'écoutais le film, je me disais qu'il y avait tellement de sons naturels, enfin, qui sont liés à la nature déjà, et aux gestes de travail, enfin des tracteurs, des choses qui passent, que finalement je ne voyais pas pourquoi j'ai pas éprouvé la nécessité de rajouter de la musique qui aurait, à mon avis, lissé les choses, quoi. C'est-à-dire, ça aurait fait un lien entre les choses qui, moi, m'intéressent pas vraiment, quoi. Le film, il est rugueux, il est un peu âpre et j'ai envie qu'on le sente d'entrée, quoi. La musique, ça enlève un peu, ça polit un peu les choses et ça m'intéressait pas, là. Hé, attendez-moi! Olivier Todd is a French newspaper editor and the author of numerous books, including Camus, A Life, which is, according to the Times Literary Supplement, a vibrant and lively account of Camus and his contemporaries. On the occasion of the publication in translation of Camus, A Life, a rich and meticulously researched biography of the Nobel Prize laureate, Todd talks about Camus' tumultuous day-to-day existence. J'ai fait ma biographie en tenant compte du fait que Camus était inconnu en tant qu'homme, son côté
Je doute de tout n'était pas connu, son côté je suis malade sans cesse n'est pas connu, mais je n'oublie jamais qu'il était écrivain. C'est pour ça que je suis très content d'avoir, je crois, découvert et démontré que très souvent ces livres étaient extraordinairement autobiographiques, mais transcendés par le talent et l'art. J'ai essayé de traduire les passions de cet homme, voir comment son cœur et son esprit travaillaient. J'ai essayé de voir quel genre d'enfance il avait eu, et je ne soupçonnais pas à quel point il avait été pauvre. Et je ne savais pas comment il avait conquis la langue française. C'est un homme comme Sartre, qui parlait souvent d'une manière très familière, pouvait écrire aussi d'une manière très familière. À Camus, on reproche quelquefois un style un peu hautain et superbe. Il se moque de lui-même, par exemple, quand il fait dire à Jean-Baptiste Clamence, le héros de la chute, j'avais un goût prononcé pour l'imparfait du subjonctif. Il faut se demander pourquoi est-ce que Camus avait ce goût du beau français. Parce que, petit enfant de Bellecour en Algérie, il parlait le pataouès, et quand il a été au lycée, il a découvert la langue française, pas simplement la langue française classique, la langue française correcte. Et puis aussi, j'ai découvert un homme extrêmement courageux sur le plan non seulement physique, mais intellectuel. Il ne faut pas oublier que Camus a été la victime de toute la gauche communiste, non communiste française pendant les 10 dernières années de sa vie. On disait qu'il était réactionnaire parce qu'il était anticommuniste, la belle affaire. Et on disait qu'il était réactionnaire parce qu'anticolonialiste. J'ai démontré que ça n'était pas le cas. Édouard Saïd, oui, qui dit que Camus était la victime d'une sensibilité coloniale mal informée. Camus n'a pas attendu M. Saïd pour dénoncer l'impérialisme et le colonialisme français en Afrique du Nord avant la guerre, lorsqu'il militait au Parti communiste. Et il a démissionné du Parti communiste parce qu'il estimait que ce parti, à l'époque, ne défendait pas assez les droits de ceux qu'on appelait les indigènes, c'est-à-dire les Kabyles et les Arabes. Et j'ai découvert qu'il avait été expulsé en même temps qu'il démissionnait du Parti communiste pour trotskisme. C'était l'étiquette de l'époque. Alors, ne vous méprenez pas. Je pense que Camus a tort sur l'Algérie, qu'elle devait être indépendante. Mais on ne peut pas examiner sa position finale sans savoir tout ce qui est venu avant. Camus, on le voit dans sa correspondance, et j'ai découvert beaucoup de lettres totalement inédites de Camus, a souffert et il se mettait sans arrêt en question. Il se demandait si ses adversaires n'avaient pas tort. À propos de l'Algérie, un jour, des étudiants algériens viennent le voir dans son bureau, et ils s'engueulent ensemble, les étudiants partent, et Camus est en pleurs. Et il dit à sa secrétaire, et s'ils avaient raison, ces enfants? C'est pas mal, vous savez, un homme qui se met en doute. C'est pas très fréquent chez les intellectuels en général, sur les Français en particulier, et les Parisiens encore plus. Camus a une originalité, c'est que dans ses récits, il n'a jamais le même style. Il fait des gammes. L'étranger, c'est un petit peu comme des balles de mitraillette tirées très rapidement. La peste, c'est plus ample, plus classique. La chute, alors c'est des séries d'aphorismes et plein de sarcasmes. Et puis Le Premier Homme, son livre posthume, il disait que ça allait être son guerre et paix. C'est un livre avec des ambitions illimitées dans lesquelles on retrouve beaucoup des textures, des trames, des tessitures des autres livres. Il y a des morceaux lyriques qui rappellent les textes les plus beaux de Noce. Et ça, c'est extraordinaire chez Camus. Il y a une personnalité, mais il n'y a pas un seul style, ou un style unique. Donc, en gros, il a fait ce qu'il voulait faire, ces 3 cycles, celui de l'absurde, celui de la révolte, et il allait, à l'évidence, vers un cercle, il appelait ça Némésis, mais un cycle du bonheur. Il allait aussi vers une autre vie. Il a quand même été abattu en plein vol, comme un pilote de chasse célèbre, Rex Warner. C'est un peu le James Dean de la littérature, du côté mythique, Camus. Il disait, j'ai une gueule de Humphrey Bogart, corrigée par Fernandel. J'étais très surpris en dépouillant ses dernières lettres de voir qu'il avait refusé un rôle proposé par Peter Brook et Marguerite Duras. Il devait faire, dans Moderato Cantabile, il devait jouer. D'ailleurs, Bloch et Duras avaient imaginé de prendre Servan-Schreiber, Semprun, Camus. Que pensez-vous qu'il arriva? Ce fut Belmondo. Mais Camus regrettait de ne pas avoir pu accepter le rôle. Il a choisi d'abord la littérature. Il y a eu beaucoup de femmes dans sa vie, il ne respectait pas la morale judéo-chrétienne. Comme le disait Urbain Polge, un de ses amis, il faisait l'amour comme on boit un verre d'eau. Mais j'ai surtout appris que sur le plan public, c'était un homme auquel on ne faisait pas dire qu'il faisait nuit en plein jour. Et quand le soleil
était rouge et sanglant, il ne disait pas que c'était la lune qui était toute blanche et rose. C'est un homme qui est pas édifiant, mais exemplaire. Et puis, j'ai découvert que beaucoup d'écrivains étaient souvent inférieurs à leur œuvre. Chez Camus, ce n'est pas le cas. Welcome to TV5, la télévision internationale. The best French shows from France, Belgium, Switzerland, French Africa, Quebec, and Canada. Seen in over 100 countries on 5 continents, TV5 is the most watched French-language network in the world. TV5 brings you the big picture on world events with daily newscasts, an international perspective on the events that are shaking and shaping our world. TV5 raises the curtain on a festival of French films. Enjoy foreign cinema at its best, legendary movie stars, award-winning stories, and spectacular cinematography. Great viewing only on TV5. From the classic to the contemporary, from the sensational to the sensual, TV5 guarantees extraordinary entertainment. It's a passport to new places, new people, and new ideas. TV5 breaks with the predictable. Explore new horizons in arts and culture with variety programming that's truly out of the ordinary. Experience the French joie de vivre. TV5 brings you the latest trends in fashion, fine cuisine, and French fun. From adventure tales to palace tours, from hot entertainment to great family programming, TV5 delivers the heart of the French-speaking world. Vive la différence!